Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Il faut savoir que dans la Chine confucéenne, l'exclusion des femmes du pouvoir était claire et codifiée. L'État n'a pas autorisé les femmes à participer aux examens d'entrée à la fonction publique et les fonctionnaires ont restreint leurs droits de propriété. Pour la plupart, le seul accès que les femmes avaient aux échelons supérieurs du pouvoir, de quelque nature que ce soit, était à travers les relations personnelles qu'elles pouvaient cultiver. La relation la plus couramment exploitée, justement, c'était le mariage. Xingxi et Changpao, désormais unis, élaborent ensemble des tactiques afin de sceller leur place à la tête de la Confédération. Ils inversent et manipulent les structures de pouvoir à travers lesquelles ils sont montés pour rester maîtres et maîtresses de la situation. Auparavant, la discipline était laissée à la discrétion des chefs d'escadron. Xingxi centralise maintenant l'autorité, réduisant l'autonomie de chaque capitaine et créant un contrôle uniforme du comportement des pirates. Le nouveau code redistribue les schémas de loyauté préexistants au sein de la Confédération. Cette stratégie lui permet de maîtriser totalement la situation et d'anticiper chaque revirement. Les pirates prêtent leur loyauté à l'état de droit codifié créé par Xingxi et non à un capitaine en particulier. Dans la pratique, ça signifiait que chaque pirate prêtait allégeance directement à elle. La pirate est quasiment devenue, si vous l'avez compris, un monarque absolu. Le nouveau règlement de Xingxi accordait 20% de tout lot aux pirates responsables de sa capture. Le reste est allé dans les fonds communs conservés dans les entrepôts côtiers des pirates. Les administrateurs de la Confédération réservent certaines marchandises au réapprovisionnement et à l'entretien de la flotte, tandis que d'autre part ont été attribuées à des navires pirates alliés qui n'avaient pas réussi à mener à bien leur propre mission. C'est un peu un État dans l'État. Quant à Changpao, il atteint le grade de 2e capitaine et la marine lui a décerné une plume de Pan, qui est un grand honneur avant qu'il ne devienne lieutenant-colonel. Il a utilisé ses connaissances sur la contrebande pour briser une voie d'opium, ce qui a conduit les Chinois à le promouvoir au poste de colonel au commandement de 2 bataillons. Je parle bien sûr tout ça, on reste chez les pirates. Comme on pouvait s'y attendre, la structure très codifiée et stricte de la gestion de la Confédération a plus de points communs avec une unité militaire, notamment la marine impériale chinoise, qu'avec une flotte banale de pirates. Xingxi a fait de ces flottes une véritable institution. Et comme toute organisation militaire, elle garantit l'harmonie de la flotte non seulement par une rémunération financière, mais aussi par une motivation plus profonde, soit l'adhésion à la mission de vie ou de mort. Opérant dans un contexte révolutionnaire et anti-étatique, les pirates avaient un but commun essentiel à la discipline générale. Ils n'étaient pas seulement des bandits égoïstes, avides d'or et de sang, mais en fait une force partageant une idéologie commune qui guidait leur but, c'est-à-dire s'affranchir de l'empereur chinois. Leur structure militaire veut que Xingxi se doit d'agir comme commandant en chef. Elle détient une autorité maximale sur les autres membres de la chaîne de commandement. Elle s'est positionnée comme une figure de proue, inspirant confiance à toute la Confédération. À ce stade, elle contrôle le sud de la mer de Chine, mais aussi la province de Guangdong, et se trouve à la tête d'un large réseau d'espionnage opérant au cœur du pays. Xingxi impose des taxes aux bateaux marchands qui doivent emprunter la zone sous contrôle, leur assurant alors sécurité et protection. Système un peu mafieux. Au-delà de ses aptitudes pour commander ses hommes, sa manipulation astucieuse de la religion contemporaine contribue à renforcer la hiérarchie des pirates. Changpao s'est révélé un capitaine compétent, respecté par ses compagnons pirates et totalement loyal à Xi, mais il a surtout réussi à s'illustrer en tant que chef religieux des pirates. Les habitants de Kwantung considèrent qu'il est malhonnête de prendre la mer sans avoir au préalable consulté les dieux par l'intermédiaire des prêtres. Et par crainte de s'attirer les foudres divines et de se retrouver ballotté en pleine tempête, mieux valait garantir de bonnes relations avec ces fameux prêtres. Pao, conscient des craintes et des espoirs des marins, entretient des relations étroites donc avec ces gens-là. Pour rassurer sa flotte, il visite souvent les temples et ne lésine pas sur les dons. C'est comme ça qu'il espérait avoir le beau temps et une mer calme de son côté. D'après le chroniqueur Diane Murray, les augures étaient toujours bons. Je cite, « Miraculeusement, chaque fois que Changpao conférait auparavant avec ses prêtres, comme il le faisait souvent, les oracles appuyaient toujours ses désirs. L'approche de Pao
a eu l'effet escompté. Savoir que les dieux sont de son côté a non seulement accru l'enthousiasme des pirates à entrer dans la bataille, mais a également conféré à Pao un statut d'autorité religieuse. Le respect de Pao et Xingxi est alors à son paroxysme. La réputation de Pao a également été renforcée par son style de combat gung-ho et sa chance indéniable. Dans une bataille avec la marine impériale, Pao mène les pirates de la proue de son navire, quand soudain un boulet de canon tiré directement vers lui le projette sur le pont. Les pirates et la marine le croient mort, mais une fois la fumée dissipée, Pao se redresse dans sa position initiale, complètement intacte. Une reine et un être quasiment divin parmi les pirates, il n'en fallait pas moins pour exalter toute la flotte du drapeau rouge. En seulement 1 an, la flotte atteint un rang inégalé en Asie du Sud. Elle domine effectivement un territoire allant de la Corée à la Malaisie, en grande partie grâce à la pirate la plus douée de tous les temps, surnommée la terreur de la Chine du Sud par les Britanniques. Mais les eaux de la mer de Chine devraient en principe être contrôlées par l'autorité légitime, c'est-à-dire la flotte impériale. Néanmoins, la dynastie Qing n'a aucune prise sur cette organisation qui surpasse tout ce qui était connu jusqu'à présent dans la piraterie classique. Je vous parlais d'un État dans l'État. La professionnalisation de la piraterie le long de la côte sud de la Chine a totalement transformé le paysage politique et économique de Kwantung. Au lieu d'une main-d'œuvre supplémentaire hors saison, elle est devenue le fondement tout simplement de l'économie de Kwantung. C'est Xingxi elle-même qui élabore les plans d'attaque qui font de la flotte une organisation complexe, à 1000 lieues de la simple piraterie de pillage traditionnelle. Les pirates étaient beaucoup moins susceptibles d'être des pêcheurs joignant les deux bouts pendant une période creuse. Au contraire, en 1807, la Confédération exige un engagement minimal de 8 mois pour la cause. La piraterie est alors devenue une vocation à part entière. Le développement de la profession a été dicté par l'évolution de sa structure de rémunération. Sous la Confédération, chaque navire versait une sorte de cotisation, si vous voulez, dans une caisse commune, libérant comme ça les pirates de leur rythme économique habituellement instable. Être un pirate signifie tout à coup recevoir un chèque de paie régulier, c'est-à-dire quasiment des fonctionnaires. Cet engagement garanti a réduit la concurrence interne au profit de la coopération. En plus de ça, cette nouvelle stabilité permet de passer d'un banditisme, on va dire, anarchique, à une structure militaire plus conventionnelle et professionnelle. La capacité des pirates à régulariser leurs finances a influencé leur transformation finale en véritables professionnels. Les pirates n'ont plus besoin d'enterrer leurs trésors, contrairement à leurs compatriotes amateurs d'Europe et d'Amérique. Preuve de leur contrôle et de leur pouvoir extraordinaire, les pirates achètent leur propre poudre directement auprès des mêmes usines qui détiennent des contrats exclusifs avec l'armée impériale chinoise. C'est plus qu'un pied de nez, c'est véritablement un affront qui est fait à la marine chinoise. Le conseiller occidental des pirates, Richard Glasspool, a même affirmé avoir vu les pirates refuser d'autres livraisons faute d'espace pour stocker toutes les munitions de la Confédération déjà stockées. Les marchands disposés à vendre aux pirates reçoivent non seulement des prix supérieurs au prix du marché pour leurs marchandises, mais ils sont également à l'abri de tout conflit avec ces mêmes pirates. C'est une sorte de protection, c'est un État mafieux. Désormais professionnels accomplis, ils vont jusqu'à construire un bureau centralisé de recouvrement des impôts à Canton. Une stratégie qui brouille merveilleusement bien la frontière entre une extorsion officieuse de protection pénale et un système fiscal régional officiel. Les villages qui coopèrent avec ce système peuvent vendre sans crainte leurs marchandises à la Confédération à un prix plus élevé que le prix normal du marché. Et bien entendu, les pirates laissent les villageois tranquilles en échange de leur paiement à la Confédération. Tout le monde a à y gagner. En fait, c'est vraiment du win-win. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.